Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie d'être si nombreux avec nous ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du moniteur. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, le moniteur, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année sur les 250 programmes et les plus de 1000 sessions de formation que nous proposons, à la fois à Paris, en province, dans les dom-toms, mais aussi sur des formats distanciels, des classes virtuelles, des e-learning ou encore du blended learning. Donc, comme on peut le voir également sur la slide qui suit, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques qui vont des techniques et de la réglementation de la construction, bien évidemment, à la conduite de chantier, au marché public, une nouvelle rubrique sur les travaux publics, et puis une rubrique effectivement sur la performance énergétique et environnementale, sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire sur le décret tertiaire. Donc, notez notamment les formations que je vous ai mises sur la slide qui suit. Donc, décrypter le décret tertiaire, un décryptage technique du cadre réglementaire et des obligations qui sont liées à ce décret. Et puis, entre autres, puisque nous avons pas mal de formations qui rejoignent ce décret tertiaire, mais donc, entre autres, une formation sur l'amélioration énergétique des bâtiments tertiaires. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'accueille ce matin Maître Louise Chengs, qui est avocate spécialisée en droit de l'environnement du cabinet Kaizen Avocat qu'elle a elle-même fondé, et Amélie Jens, qui est consultante en environnement et concertation de la société AGE Co-Consult. Et donc, c'est avec elle que nous allons passer les prochaines minutes. Un petit problème de webcam, malheureusement, pour Amélie, que vous ne pourrez pas voir ce matin, mais qui est bien avec nous et qui va donc co-animer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions grâce au petit module que vous devez avoir à votre écran qui est symbolisé par un point d'interrogation. Et puis, je les leur relayerai durant ou à l'issue de leur exposé. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Un grand merci si vous pouvez prendre 1 minute et demie pour le remplir, ce qui nous permet de nous améliorer au fil de ces interventions. Bon webinaire à tous et Louise et Amélie, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a pensé que ce serait intéressant de faire un point 6 mois après l'obligation, enfin, la dernière deadline pour l'obligation de déclarer sur Opérat, qui était le 31 décembre 2022, pour faire un petit point sur les retours d'expérience et vous présenter les 10 erreurs à ne pas faire lors de la mise en œuvre du décret tertiaire. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc là, vous voyez effectivement Amélie en photo. Amélie, peut-être que je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire. Donc effectivement, je suis désolée, un petit ennui technique m'empêche de me joindre à vous par caméra, mais je suis bien là et donc prête à co-animer ce webinaire avec grand plaisir et puis à répondre également à vos questions en fin de présentation. Donc pour me présenter et pour présenter ma société, donc je suis consultante en environnement, concertation et économie circulaire au sein de l'entreprise AG EcoConsult, donc société que j'ai créée en 2018 et dans laquelle je propose du conseil, de la réalisation d'études et des diagnostics de contexte et de territoire et également l'élaboration et l'animation de formations sur les sujets tels que l'évaluation environnementale, l'acceptabilité sociale des projets et infrastructures. Donc, j'ai une expertise depuis 2003 sur la gestion de projets complexes, sur la coordination d'études environnementales et de concertation, notamment sur des projets d'infrastructures dans les énergies renouvelables. J'ai pu travailler avec des organismes de formation tels que le CNFPT, l'Université de Montpellier également. Et j'ai travaillé sur de nombreux projets
en lien en fait avec la mise en conformité réglementaire sur les ICPE, sur le suivi de mesures environnementales, donc sur le décret tertiaire, et donc accompagner en fait les maîtres d'ouvrage et ou les maîtres d'œuvre en fonction des besoins sur tous ces sujets-là. Et donc, au besoin, effectivement, je vais pouvoir m'associer avec des partenaires, sur les compétences complémentaires pour pouvoir, proposer, un accompagnement le plus, adapté possible aux besoins des porteurs de projets. Donc voilà, Louise, je te laisse, continuer sur ta présentation. Oui, tout à fait. Et effectivement, avec Amélie, nous avons travaillé ensemble sur la mise en place d'un décret tertiaire avec nos expertises à la fois juridiques pour moi et méthodologiques et sur la concertation pour Amélie. Donc moi, je suis avocate associée dans le cabinet Kaizen Avocat et spécialiste en droit de l'environnement. Je fais également du droit de l'énergie et on intervient en conseil, en contentieux et en formation sur les enjeux environnementaux et énergétiques. Donc, les enjeux climat et immobilier, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous parler du décret tertiaire, hein, parce que voilà, c'est des obligations qui se concrétisent pour les bailleurs et les preneurs, mais qui viennent bien d'une prise de conscience des enjeux climat aujourd'hui. On passe à la présentation, Amélie? Oui. Donc, pour nous, la première erreur à ne pas faire, c'est ne pas saisir l'objectif final, c'est-à-dire l'urgence climatique. Aujourd'hui, on a l'accord de Paris qui a été signé en 2015, qui est un traité international juridiquement contraignant qui vise à lutter contre le changement climatique. Et l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et donc le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a fait plusieurs études. À chaque fois, on a des rapports tous les ans. Et donc toutes les études confirment qu'il faut bien réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dès à présent pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans ce cadre, le Code de l'énergie a été modifié et donc maintenant l'article L100-4 du Code de l'énergie prévoit que la France doit réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 90 et 2030 et atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et dans ce même article L100-4, ça se décline ensuite dans le parc immobilier tertiaire, parce que l'objectif, c'est d'avoir des bâtiments rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation à l'horizon 2050. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une déclinaison des objectifs internationaux vis-à-vis du climat. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs réglementations qui ont été prises. Il y a d'abord une réglementation par rapport à l'annexe environnementale, donc plusieurs réglementations qui étaient prises par rapport au parc immobilier tertiaire, vu que c'est l'objectif. On va pas parler de toutes les réglementations climat aujourd'hui parce que je pense qu'on en aurait pour bien plus qu'une heure. Mais sur les aspects immobilier et tertiaire, il y a deux réglementations qui ont été prises. Il y en a une première sur les annexes environnementales qui est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Et par la suite, il y a le dispositif éco-énergie tertiaire qu'on appelle aussi décret tertiaire. Donc là, aujourd'hui, on a des objectifs qui sont fixés par le dispositif éco-énergie tertiaire qui sont de réduire la consommation d'énergie finale pour les bâtiments tertiaires de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc ça, c'est vraiment la philosophie qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actions qui sont dénuées de sens, au contraire, c'est vraiment un objectif de sobriété énergétique. Et toutes les actions qui sont mises en œuvre, elles ne peuvent ni conduire à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de GES, de gaz à effet de serre. Donc voilà pour la première erreur à ne pas faire. Et pour la seconde erreur, c'est ne pas se sentir concerné par le décret tertiaire.
c'est vrai que si voilà, vous pouvez éventuellement avoir une petite partie dans un bâtiment et ne pas vous sentir concerné parce que vous faites partie d'une petite surface. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Vous êtes quand même concerné par le décret tertiaire. Et en fait, il faut vraiment s'informer sur est-ce que vous êtes concerné ou pas par le décret tertiaire, et bien réfléchir à cette question parce que c'est ça qui va identifier, enfin voilà, c'est ça qui va déterminer si vous avez des obligations à respecter ou non. Donc il faut savoir qu'il y a trois déclinaisons en fait de ce grand principe qui dit que tout bâtiment hébergeant des activités tertiaires d'une superficie supérieure ou égale à 1000 m² est concerné par le décret tertiaire. Il y a 3 cas. Donc, le premier cas, c'est que ça concerne tous les bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Donc ça, c'est plutôt simple, mais il faut quand même préciser que si vous êtes primeur dans un local tertiaire de 130 m², mais dans un bâtiment qui est supérieur à 1000 m², vous êtes aussi assujetti au décret tertiaire. Donc, ça, c'est bien à prendre en compte. Le cas numéro 2, c'est que toutes les parties d'un bâtiment à usage mixte qui héberge des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m² sont concernées. Donc là, comment on va calculer il faut bien prendre en compte les parties du bâtiment qui hébergent des activités tertiaires, et il faut que cette partie qui héberge des activités tertiaires soit supérieure à 1000 m². Et là, il faut bien aussi réfléchir parce que des fois, il y a des parties qui sont inexploitées. Et là, on a 2 cas de figure qui doivent être distingués. Soit les locaux inexploités sont inexploités en raison de restructuration ou de travaux de rénovation. Et dans ce cas-là, ils sont assujettis au décret tertiaire. Soit ce sont des locaux vacants ou désaffectés. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas assujettis. Donc ça, c'est important parce qu'après, ça va rentrer en compte ou non dans le calcul des 1000 m². Et enfin, le troisième cas, c'est tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m². Et là, c'est vrai que les définitions d'unité foncière et de site sont importantes. Concernant le site, c'est vrai qu'on comprend facilement ce que c'est, mais l'unité foncière, ça a été défini par le Conseil d'État comme un îlot d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision sur une ou plusieurs parcelles. Donc, c'est aussi important de comprendre ça parce que ça peut dépasser la logique de la parcelle quand on parle d'unité foncière. Donc, voilà pour la deuxième erreur. Pour la troisième erreur, je laisse la parole à Amélie. Merci Louise, tout à fait. Donc à partir du moment où vous avez déterminé si vous êtes concerné ou pas et de quelle manière, sur quel bâtiment, quelles sont les surfaces, etc., il va être très important de se renseigner sur qui doit agir. Donc effectivement, l'erreur à ne pas connaître, c'est ne pas se renseigner sur qui doit agir, puisque vous avez vu que les objectifs sont assez conséquents sur une longue durée. On s'inscrit sur une longue durée. Donc, il va falloir travailler sur qui va faire quoi. Donc, les propriétaires et le cas échéant, les preneurs à bail qui vont devoir agir. Il va falloir déterminer quelles sont les personnes en charge de la mise en œuvre du décret tertiaire, qui va pouvoir piloter les actions, qui va pouvoir être force de proposition. C'est ce qui va permettre aussi on le verra un petit peu plus loin tout à l'heure, de poser les bases de la concertation et encore une fois, de s'inscrire dans la durée. Les bailleurs et les preneurs à bail sont en effet responsables de la mise en œuvre de la conformité réglementaire et doivent élaborer un plan d'action. Un plan d'action à la fois commun et à la fois indépendant en fonction du champ de responsabilité de chacun. Donc, cette étape est vraiment essentielle et il
il va être important de s'y fier puisque la notion de responsabilité va rentrer en jeu. Comme c'est une obligation réglementaire, chacun va être responsable à hauteur de son rôle à jouer et donc si la mise en conformité n'est pas mise en œuvre, du coup, vous serez responsable de ne pas être en conformité. À partir du moment où donc vous avez déterminé quels sont vos bâtiments, quelles sont vos surfaces, quelle est leur répartition, ensuite vous avez déterminé qui doit agir et de quelle manière, à ce compte-là, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc l'erreur 4, qui va être de réduire le décret tertiaire à la déclaration sur opérate. En effet, le décret tertiaire ne se cantonne pas à cette déclaration, puisque pour arriver à connaître les informations à déclarer sur opérate, il va falloir mettre en œuvre tout un tas d'actions en amont. Dans un premier temps, ce qui va être très important, c'est de faire un état des lieux de la situation à un instant T sur la production des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments identifiés. Puisque c'est cet état des lieux qui va vous permettre d'avoir en fait une photographie de départ de la situation et donc du calcul de l'atteinte des objectifs de réduction des productions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour faire cet état des lieux, donc c'est interrelié, il va être très important de s'appuyer sur les bons indicateurs de base. Donc la compréhension de l'atteinte des objectifs en fait est très importante puisque on va pouvoir réfléchir vraiment à quels sont ces indicateurs, sur quoi doit-on s'appuyer pour pouvoir faire ces calculs. Et puis surtout, à partir de quand on va pouvoir calculer l'évaluation des réductions de production. Donc l'année de référence, la détermination de l'année de référence, ce qu'on appelle voilà, l'année de référence, c'est l'année à partir de laquelle vous allez calculer, vous allez effectuer les calculs de production de gaz à effet de serre pour voir si vous allez pouvoir atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, 2040, 2050. Donc, par exemple, si vous avez déjà effectué un certain nombre de travaux dans vos bâtiments qui vont dans ce sens-là, ces travaux, il va être important de les intégrer en fait dans le plan d'action, même si c'est des choses qui ont déjà été initiées, qui ne sont pas terminées, puisque ce calcul d'évaluation des émissions va vraiment prendre en compte tout ce que vous avez réalisé. Encore une fois, je reprends à partir de cette année de référence. Quand on parle d'état des lieux, donc cet état des lieux, il va concerner les usages qu'il y a dans vos bâtiments. Il va concerner les besoins que les usagers ont pour l'utilisation des bâtiments. Il va concerner les contraintes du bâtiment lui-même et donc des usages également, et donc la production des émissions par rapport à ce qu'il en vient. Les indicateurs de base, pour vous donner des exemples, vont être par exemple les consommations d'énergie pour le chauffage, pour l'électricité, pour le refroidissement, etc. En fait, ces indicateurs, ils vont être adaptés en fonction de ce que vous allez identifier sur les usages des bâtiments. Cet état des lieux, il est fait par le biais d'un diagnostic environnemental, d'études thermiques. Donc encore une fois, il va être adapté en fonction de la connaissance que vous avez de vos bâtiments, de vos usages. Si cela fait longtemps que vous êtes propriétaire, si vous venez d'acquérir un bâtiment, ça peut aussi avoir des influences. Il va être important de pouvoir récupérer un certain nombre d'informations en anticipation, puisque en fait, je reviens sur
la définition de l'année de référence, elle va être importante. Voilà, c'est pas forcément l'année à partir de laquelle vous commencez à mettre en œuvre la réflexion et tout le processus pour la conformité du décret tertiaire. C'est une année qui va vraiment être importante par rapport aux consommations, aux indicateurs de base. Et donc comme j'insiste un peu, mais ça dépend vraiment de la situation de chaque bailleur. Donc c'est important, une situation chez un bailleur ne va pas être la même chez un autre bailleur, de la même façon que chez les locataires. Vous allez pouvoir aussi avoir des locataires qui sont là depuis longtemps, des locataires qui viennent d'arriver, des changements. Donc comment se répartissent les usages sur vos bâtiments, etc. Donc on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc comme vous avez pu le constater, jusqu'à présent, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, à la fois avec les acteurs qui vont être moteurs, qui vont être pilotes, de tout ce travail de mise en conformité et de réflexion sur les actions à mettre en œuvre, à la fois sur la compréhension de comment fonctionne votre bâtiment, comment est-il utilisé, est-ce que les usages sont optimisés, est-ce que les équipements sont optimisés, est-ce qu'ils sont anciens, est-ce qu'ils sont récents. Donc ça clairement, ça va vraiment rentrer en considération sur l'atteinte des objectifs. Donc avec tous ces facteurs et tous ces paramètres, il faudra faire attention justement, il faut concevoir une stratégie globale. L'erreur à ne pas faire, c'est ne pas concevoir de stratégie globale. Plus vous allez avoir de bâtiments et de locataires, plus vous allez avoir de besoins, de contraintes, de personnes ressources identifiées, et plus il va être important de réfléchir en amont sur comment faire les choses. Puisque les actions à mettre en œuvre dans le plan d'action qui aura été élaboré suite aux diagnostics environnementaux, études thermiques, recensement des besoins, etc., les actions vont avoir des conséquences, forcément, notamment sur les coûts, sur les délais, sur un impact sur les usages également, etc. Donc, une stratégie globale va être pertinente parce que vous allez pouvoir mutualiser les résultats à votre échelle, mais également à l'échelle globale, soit d'un bâtiment, soit peut-être de tout un patrimoine en fonction de chaque situation. Cette mutualisation va permettre une meilleure prise en considération de la situation à l'échelle globale et puis éventuellement une répartition potentielle des coûts. Et la prise en compte des usages en amont, à nouveau, va pouvoir permettre d'optimiser l'efficacité des mesures. N'oublions pas que ces mesures, elles s'inscrivent dans la durée, que ce soit pour des travaux ou que ce soit sur les usages, puisque les travaux donc vont être mis en œuvre et vont durer une certaine partie du temps pour avoir des résultats également à un instant T. Mais il y a aussi tout un tas d'actions à réfléchir et à mettre en œuvre dans la sensibilisation des usagers à l'usage des bâtiments. On parle notamment, je vais reprendre l'exemple sur la consommation énergétique. Donc, pour vous donner un exemple, on peut mettre en place des équipements qui vont être moins énergivores de par leur conception de départ ou de par leur mise en œuvre, par exemple un éclairage avec un minuteur. Donc, l'éclairage va s'éteindre dans des parties communes automatiquement et se détecter automatiquement quand il y a des présences. Donc, cela va permettre de ne pas avoir d'utilisation d'éclairage quand il n'y a personne, quand il n'y a donc pas d'usager dans ces parties-là des bâtiments. Donc ça va être important également sur je vais prendre un autre exemple sur le chauffage, de réfléchir ensemble sur les températures, le confort, s'il y a des bureaux, s'il y a des grandes salles, si les bureaux sont utilisés, si les grandes salles sont utilisées, est-ce qu'on met le chauffage ou est-ce qu'on l'éteint? Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses, en fait, ce sont des actions de sensibilisation qui vont être réfléchies et qui doivent être prises en considération à l'échelle globale d'un bâtiment. On ne peut pas imaginer en fait une partie faire des efforts sur un côté et pas sur l'autre, puisque du coup il n'y aurait pas de logique.
Donc c'est un impact qui est non négligeable en fait des actions de l'usager sur l'atteinte des objectifs et qu'il est important de prendre en compte et encore une fois à mutualiser autant voilà bailleur que preneur à bail et ça s'inscrit sur le long terme parce que donc vous avez vu que les objectifs à atteindre sont jusqu'à 2050. Pour faire tout cela, donc on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc comme je rappelle, voilà, beaucoup de facteurs à prendre en considération, à la fois sur les bâtiments, sur les acteurs qui vont être impliqués, sur les usagers, sur la mise en œuvre, etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'implications, et ces implications, elles sont, comment dire? Elles sont à faire ensemble. Donc, ne pas réaliser de concertation entre les bailleurs et les preneurs à bail serait une erreur puisque c'est cette concertation en amont qui va être la clé du succès pour à la fois l'élaboration du plan d'action, à la fois la mise en œuvre du plan d'action, à la fois la répartition des coûts des actions et à la fois l'atteinte des objectifs que la mise en œuvre des actions va permettre. Donc cette concertation, elle est donc en fonction, encore une fois, chaque situation, elle va être importante pour impliquer les personnes. Elle va avoir un rôle majeur dans la mise en œuvre, dans la bonne mise en œuvre du décret tertiaire. Et c'est important de pouvoir proposer aussi une transparence dans la méthodologie. Encore une fois, de prendre en compte les besoins et les contraintes de chacun et de pouvoir en discuter le plus sereinement possible pour que chacun puisse également savoir ce qu'il a à faire en fait sur encore une fois cette durée. C'est important également de pouvoir mobiliser les personnes régulièrement, relancer, ressolliciter, puisque on va, comme on s'inscrit dans la durée, il y a aussi beaucoup de choses à faire en parallèle dans chacun des métiers et des usages. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir des personnes ressources potentiellement extérieures qui vont pouvoir animer cette concertation. C'est pas forcément beaucoup de temps une fois que les choses sont mises en œuvre, mais en tout cas, c'est une présence régulière qui permet ce bon accompagnement et qui permet voilà, des rappels si nécessaire pour la mise en œuvre des actions. Donc, on peut passer à la diapo suivante que Louise, je te laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Bah, sur la concertation, je vais juste ajouter un petit point sur notre retour d'expérience commun, c'est-à-dire que pour certains clients, on a mis en place une concertation entre un bailleur et plusieurs locataires. Et c'était assez intéressant parce que donc Amélie est intervenue pour l'aspect méthodologique, recenser les usages, recenser voilà les points forts, les points faibles au niveau de la consommation énergétique et des bâtiments. Et moi, je suis intervenue pour expliquer le cadre juridique. Et c'est vrai que faire des réunions pour expliquer voilà, qu'est-ce que c'est le décret tertiaire, qu'est-ce qu'on va devoir faire, quelle est la philosophie, quel est le sens de toutes ces actions, ça met forcément beaucoup plus les locataires et toutes les parties prenantes de ce dispositif dans un bon état d'esprit pour avancer ensemble et faire en sorte que qu'on arrive vraiment à réduire les consommations d'énergie, ce qui est le but final. Donc l'erreur numéro 7 pour nous, c'est ne pas clarifier qui paye quoi. Donc il y a plusieurs aspects dans ce dispositif d'éco-énergie tertiaire, mais globalement, de toute façon, c'est encadré, ce sont des relations qui sont encadrées par un bail commercial. Et le code de commerce prévoit un article qui fixe des charges obligatoires pour le bailleur. Et après, en dehors de ce qui est obligatoire au sein du code de commerce, on a le bail commercial qui va en venir préciser pour chaque, enfin voilà, dans chaque contrat peut être différent, qui va venir préciser la répartition précisément des charges entre bailleurs et preneurs. Et quand il y a des charges imprévues,
on a une négociation et on peut, si c'est pertinent, modifier le bail commercial. Concernant les charges obligatoires, c'est l'article R 145-35 du Code de commerce qui prévoit une liste de 5 catégories de charges qui ne peuvent pas être imputées aux locataires, donc qui sont forcément dues par le bailleur. Donc, il y a les dépenses relatives aux grosses réparations, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble, dès lors qu'il relève des grosses réparations mentionnées à l'article 1. Donc, les grosses réparations, c'est précisé par l'article 606 du Code civil, c'est les gros murs, les voûtes, les poutres, les couvertures entières, les digues, les murs de soutènement, de clôture. Enfin voilà, c'est vraiment tous les travaux de structure, on pourrait dire. Donc, effectivement, ce qui est dû, c'est les grosses réparations, les dépenses qui sont relatives à la vétusté ou la mise en conformité vis-à-vis de ces grosses réparations, les impôts, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble et les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires. Donc ça, c'est vraiment les 5 catégories qui sont uniquement dû par le bailleur. Pour tout le reste, finalement, il y a une démarche de négociation. Ça peut être payé par le preneur ou payé par le bailleur. Ça dépendra de chaque bail commercial. Et pourquoi on voulait aborder ce point, c'est-à-dire que effectivement, on a une analyse parce que là, la grosse question, c'est qui va payer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, parce que ce sont les travaux qui vont permettre de gagner en réduction de la consommation d'énergie finale. Et il peut y avoir des travaux qui relèvent du bailleur, d'autres qui relèvent du preneur. Et pour ça, il faut analyser le bail commercial, analyser ce qui est prévu, voilà, ce qui est fait, en fait, comment ça se pratique aussi, parce que des fois, le bail dit quelque chose et finalement, dans la pratique, c'est pas du tout ça qui est fait. Donc, réaligner les choses pour que la pratique corresponde à ce qui se fait et négocier ce qui n'est pas encore prévu. Et donc, pour ça, on parlera un peu plus loin de l'annexe environnementale, qui est un outil très utile pour encadrer ce qui est prévu par le décret tertiaire. Donc l'erreur numéro 8, pour nous, c'est ne pas s'informer sur les dérogations. Parce qu'il existe 3 cas qui justifient un aménagement des objectifs de réduction. Donc, en fait, il existe des dérogations qui permettent de ne pas, de ne pas atteindre les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire. Donc, le premier cas, c'est des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Le deuxième cas, ce sont des coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages. Et le troisième cas, c'est un changement de l'activité ou du volume de l'activité exercée. Il faut savoir que ces aménagements possibles existent, ces dérogations existent, mais il faut bien les justifier. Donc, si vous avez des contraintes patrimoniales, des contraintes architecturales, ou des contraintes techniques, il faut bien le justifier et en faire état de manière étayée à l'administration. Sinon, vous risquez des sanctions. Donc, pour détailler un peu, par exemple, sur le premier cas, c'est-à-dire les contraintes techniques, il faut prouver soit des risques de pathologie du bâti, soit des non-conformités par rapport à d'autres servitudes ou des modifications importantes des éléments d'architecture et de décoration de la construction qui seraient gênants par rapport aux aspects patrimoniaux. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez que c'est quand même des conditions assez sévères pour obtenir cette dérogation, ce qui est logique parce qu'une dérogation s'interprète toujours de manière stricte. Pour le deuxième cas, il faut bien prouver des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activité.
Et pour le troisième cas, c'est-à-dire les coûts manifestement disproportionnés, non, pardon, c'était le deuxième cas, les coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages, il faut bien une argumentation technique et financière étayée. Donc voilà, et nous allons passer à l'erreur numéro 9, présentée par Amélie. Oui, donc je reprends effectivement, merci. Donc l'erreur numéro 9, ce serait de sous-estimer les coûts. Alors, en effet, il va être très, très important, une fois que vous aurez identifié les bâtiments, donc les surfaces, les besoins, les usages, les travaux à faire, d'évaluer ces travaux. Vous allez avoir en fait des choix à faire en fonction de ce qu'on appelle le bilan coût-avantage des travaux au regard de l'étude de faisabilité. Ce bilan coût-avantage, c'est un travail qui est fait sur combien coûtent les travaux, à quelle échéance peuvent-ils se faire, quelles sont les conséquences sur les usages qu'ils vont avoir, et donc quel est leur coût, et quels sont leurs avantages en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Puisque si vous envisagez une action qui va être très onéreuse, mais qui finalement ne va pas avoir un gros impact sur cette diminution, voilà, l'enjeu n'est pas très important. Donc ce bilan coût-avantage, donc il va être vraiment essentiel à réaliser en amont de la rédaction du plan d'action, puisque le plan d'action, il va être intégré dans les documents contractuels. Louise va en dire un mot après. Donc, il va être engageant. Donc, à partir du moment où vous allez vous engager, il va falloir le faire. Et si vous n'avez pas en fait bien évalué ce bilan coût-avantage au départ, vous allez être ennuyé puisque vous n'allez pas atteindre les objectifs et vous allez peut-être mettre en œuvre des actions très onéreuses qui auront un impact sur le budget et sur le bâtiment, etc., etc. Donc, encore une fois, d'où l'importance de travailler en amont sur toutes ces études, sur tout cet accompagnement à cette démarche-là, puisque ça va avoir des conséquences sur le long terme. Et donc, l'évaluation du coût des travaux à effectuer est importante également pour la définition de la répartition de leur prise en charge entre bailleurs et entre preneurs à bail. Donc, encore une fois, comme c'est quelque chose de très engageant, comme les plans d'action sont à la fois pour le bailleur et à la fois pour les preneurs à bail, il est important de pouvoir se projeter au maximum. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir des travaux qui peuvent être faits assez rapidement. Il peut y avoir des marchés de travaux qui sont faits sur le long terme. On sait aujourd'hui que le coût de la construction, que le coût de la rénovation, il est très évolutif, donc pas forcément en faveur des porteurs de projets, hein, en l'occurrence, puisque ça va avoir des gros impacts. Donc effectivement, c'est pas évident de se projeter dans cette dimension. Néanmoins, vous allez avoir quand même des pistes sur chaque identification des problématiques de bâtiment, sur ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Et je reviens un peu sur les idées proposées préalablement, la mutualisation des actions, la mutualisation de certains travaux, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment entre bailleurs-preneurs, que ce soit à l'échelle de tout un patrimoine, enfin, que ce soit avec les collectivités locales, il va y avoir aussi des actions à réfléchir vraiment sur cette mutualisation, puisqu'encore une fois, on est sur de l'engagement. Donc, c'était un point un peu d'alerte qu'on souhaitait mettre en avant pour l'avoir en tête dès que vous commencez en fait à réfléchir sur comment faire pour atteindre ces objectifs, bien chiffrer chaque action par des professionnels compétents, par des experts, pour pouvoir ensuite bien calculer, encore une fois par d'autres experts, les résultats attendus et mettre en face ce tableau multifactoriel pour pouvoir. C'est ça qui va vous permettre de prioriser vos actions et ensuite de pouvoir les intégrer. Voilà. Les actions, elles sont encore importantes également à être présentées dans cette concertation entre chaque partie prenante, puisque elles vont avoir des potentiels
impacts sur les usages. Et donc, il faut être certain que chaque intervenant soit bien au courant de l'adaptation qui devra être fait en fonction de, voilà, des travaux, s'ils sont plus ou moins invasifs, s'ils prennent du temps, si ça peut faire du bruit. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en considération en amont. Louise, je te laisse peut-être terminer avec la 10e erreur, du coup. Oui, tout à fait. Donc, pour nous, la 10e erreur, c'est de ne rédiger aucun document contractuel. Et en fait, plus que ça, finalement, nous, on pense que la méthode idéale pour mettre en place les obligations et pour respecter les obligations du décret tertiaire, c'est d'abord de faire une concertation. Et cette concertation, elle va amener à la clarification du programme d'action technique, clarification de qui paye quoi. Et en fait, cette clarification qui fait suite à la concertation, en plus, ensuite, elle laisse place à la contractualisation qui va venir formaliser ce qui a été fait. Mais finalement, il faut d'abord en passer par la concertation et par la clarification parce que vous n'allez pas pouvoir contractualiser sur des éléments qui ne sont pas clairs ou qui sont des sujets de débat parce que ça vous amènerait à un contentieux certainement et ce n'est pas l'objectif étant donné qu'on est dans une modalité de négociation, qu'il existe la liberté contractuelle, on ne peut pas contraindre le co-contractant à signer un document qu'il n'a pas envie de signer. Donc, pour que ça se fasse sereinement et que vous puissiez respecter vos obligations de réduction de la consommation d'énergie finale sur la durée, parce que là, aujourd'hui, on est en 2023, mais on a bien des obligations pour 2030, 2040, 2050. Donc, en fait, c'est assez inédit aussi ce type de réglementation, c'est-à-dire que là, vous vous engagez, si vous êtes bailleur ou preneur, à réaliser des travaux sur la durée qui seront performantes et à vous répartir le coût de manière intelligente et qui respecte à la fois le code du commerce et votre bail. Donc, tout ça, pour que ça puisse se faire sereinement sur le long terme, il faut bien que, voilà, pour nous, c'est un peu les 3C, concertation, clarification, contractualisation. Et donc, effectivement, l'idéal, c'est de modifier le bail commercial, donc soit de le modifier directement à l'intérieur du bail commercial et de signer un nouveau bail, soit d'annexer un document qui s'appelle l'annexe environnementale. Et annexé à cette annexe environnementale, on peut annexer le plan d'action, c'est-à-dire les actions qui sont envisagées. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est bien de fonctionner par palier, hein, les actions qui sont envisagées pour atteindre le premier objectif de 2030. Quelles sont-elles? Comment on les priorise et qui va les payer? Donc ça, c'est vraiment important. Donc nous, on a choisi de l'annexer à l'annexe environnementale pour que ce soit un document contractuel, mais que ce ne soit pas directement contraignant, parce que c'est vrai que c'est évolutif. C'est-à-dire que s'il y a des premiers travaux qui sont faits et que finalement ils sont très performants ou l'inverse, que ça ne fonctionne pas du tout, en fait, on va aussi faire évoluer ce plan d'action en fonction des premiers résultats qui seront obtenus. Donc, c'est important de le faire, mais c'est important de le faire évoluer régulièrement. De toute façon, dans le bail pour les baux commerciaux, on a une réévaluation triennale et c'est vrai que c'est pertinent de réévaluer l'annexe environnementale et le plan d'action tous les 3 ans. Comme ça, vous réévaluez tout en même temps et c'est vrai que c'est plus simple. D'ailleurs, nous avons fait, donc le cabinet Kaizen Avocat, un modèle d'annexe environnementale. Vous pouvez aller sur le site internet, sur la page blog. Il y a voilà, une proposition pour un modèle d'annexe environnementale. Vous pouvez remplir un formulaire. Et donc, il y avait une offre spéciale qui avait été faite pour le moniteur. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter pour obtenir ce modèle d'annexe qui est payant, bien évidemment, parce que c'est un modèle qui est assez complet, hein, qui fait une vingtaine de pages et qui vous explique bien toute la logique et qui, en fait, est un outil pour piloter le décret tertiaire.
et avancer sur le chemin de la performance énergétique et environnementale de vos bâtiments tertiaires. Voilà, je pense, pour la 10e erreur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vous a présenté? C'est que tout d'abord, il est vraiment essentiel de se faire accompagner par des experts complémentaires et en fait de faire une équipe projet. Donc effectivement, pour nous, il y a les aspects méthodologiques avec la concertation, les aspects techniques avec un bureau d'études qui pourra vous accompagner pour l'année de référence, les mesures à réaliser, etc. et les aspects juridiques. Donc effectivement, avec Amélie, on a l'habitude d'intervenir ensemble sur les aspects méthodologiques et juridiques et c'est très utile. Et il y a souvent aussi, enfin de toute façon, oui, il y a toujours aussi la compétence technique qu'il faut ajouter pour déterminer quels travaux sont à faire, dans quel délai et prioriser les actions pour atteindre le premier palier en 2030. Et bien sûr, la concertation et la contractualisation sont pour nous les clés du succès pour établir le plan d'action et répartir les coûts en toute sérénité. Tout à fait. Si je, effectivement, peux terminer sur que retenir, cette notion d'équipe projet, elle est importante puisque chacun va intervenir à l'échelle de ses compétences et va pouvoir vous accompagner au mieux puisqu'on se rend compte qu'on est sur des projets qui sont pluridisciplinaires. Donc, en fonction de chaque situation, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que cette notion-là est importante à envisager aussi en amont. Et juste pour terminer sur la concertation et la contractualisation, c'est important que cette concertation, donc, elle soit menée en amont, réfléchie en amont, mais également poursuivie en aval dans l'accompagnement. Comme le disait Louise, on va avoir des réévaluations au fur et à mesure, puisque donc on l'a dit tout à l'heure, on s'inscrit vraiment sur la durée. Donc c'est important de de s'engager sur certaines actions, mais de ne pas se bloquer, de ne pas se fermer à une mise à jour des actions, à une adaptation de nouvelles pratiques qui peuvent intervenir au fur et à mesure, de nouvelles idées, de nouvelles compétences techniques. Et donc, c'est important également de pouvoir suivre sur la durée de la mise en œuvre du décret tertiaire pour être certain que, encore une fois, chaque partie prenante est bien identifiée et les besoins, les contraintes et puisse se positionner par rapport à la mise en œuvre de ce décret tertiaire. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet exposé très complet et très clair, effectivement. Alors, on a eu un certain nombre de questions, je vais peut-être pas pouvoir toutes les poser dans le cadre du temps imparti, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions ou de réactions même sur cette limite basse des bâtiments de 1000 m², des surfaces inférieures à 1000 m². Une des personnes d'ailleurs qui nous posait la question disait en fait, tous les petits malins, maintenant, ils vont s'engouffrer là-dedans et essayer d'avoir une surface à 998 ou 999 m² pour échapper, entre guillemets, à ces nouvelles obligations. Donc, effectivement, cette surface, comment est-ce qu'elle a été décidée? Alors, certes, il y a les contraintes du BACS ou BACS, je ne sais plus exactement comment on dit, qui ont déjà abaissé le seuil de puissance en termes de kilowattheure. Mais là, au niveau du métrage, qu'est-ce qui fait que cette limite de 1000 m² est selon vous suffisante ou insuffisante d'ailleurs? Après, c'est toujours la question des seuils, hein, c'est-à-dire que quel seuil est pertinent. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que en fait, en 2012, sur la réglementation par rapport à l'annexe environnementale, c'était pour tous les locaux de plus de 2000 m². Donc, on voit que là, ils ont abaissé à 1000 m². Ouais. Bon, après, je pense que il fallait choisir un seuil et que ils ont considéré que cette surface-là, c'était une surface assez conséquente et qu'on pouvait déjà agir. Voilà, c'est ça. Ça a déjà un certain poids au niveau de la consommation énergétique et qu'à partir de ce moment-là, on peut agir. On voit que le seuil a été abaissé et que dans cette réglementation, c'est 1000 m² et c'est plus de 2000 m² comme avec l'annexe environnementale.
Après, oui, c'est sûr que l'idée des petits malins. Après, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand même le fait que si imaginons, moi je loue en tant que preneur 9 999 mètres carrés de surface de plancher, mais dans un local où il y a un autre bureau de 20 mètres carrés, et ben on dépasse les 1000 mètres carrés dans le site. Et donc, dans ces cas-là, tout le monde est assujetti au décret tertiaire. Il y a quand même une logique de justement pas Oui. saucissonner les choses pour sortir artificiellement de la Ah ouais. réglementation. Donc il y a une vraie co-responsabilité, effectivement, et c'est d'ailleurs l'objet d'une autre question qu'on nous a posée. Alors, oui, pardon, Une, une per- Laurence. Pardon, je Oui, vous en prie, oui, excusez-moi. pas de problème. Non, je voulais juste compléter en fait en disant que on peut également voir la mise en conformité du décret tertiaire comme un argument aussi commercial en fait et qualitatif des bâtiments et des propositions aux locataires, puisque un locataire à choisir entre un bâtiment qui va être justement réfléchi, mis aux normes, etc., et un autre bâtiment qui ne va pas engager cette démarche-là, le locataire va potentiellement s'orienter vers quelque chose qui est plus en adéquation aussi avec toutes les questions actuellement de prise en considération des enjeux environnementaux. Donc en fait, si je m'écarte un petit peu du seuil réglementaire, mais si je le vois d'un point de vue un petit peu plus global, on est quand même sur, on peut essayer d'envisager les choses comme un enjeu, voilà, puisqu'il y a cette réglementation qui est là et qui va forcément être mise en œuvre par une majorité des personnes. Donc, on va se retrouver en concurrence sur le marché avec deux types d'offres, si je puis dire ça Oui, comme ça. Et ouais, donc, ouais. en fait, voilà, effectivement, ça peut avoir des implications en fonction des typologies de bâtiments, c'est évident. Néanmoins, c'est une prospective à très long terme, donc ça va être quand même plus intelligent de commencer à y réfléchir et de commencer à se positionner dès à présent sur ça. Oui, oui, clairement. Effectivement, comme vous le dites, il y a au-delà de l'enjeu réglementaire, peut-être un enjeu sociétal encore plus important. Et donc, oui, j'avais une question donc d'une personne, mais je pense, Louise, que vous y avez répondu hein, en disant que tout le monde était concerné, qui nous dit, nous venons d'acquérir 600 mètres carrés dans un ensemble de bâtiments qui, lui, est supérieur à 1000 mètres carrés et dont le chauffage et la climatisation sont gérés par la copropriété. Donc, je pense que bien évidemment, ce local de 600 mètres carrés est concerné par cette loi. Mais du coup, comment remplir Opérat dans ces cas-là? Eh bien, en fait, il faut le remplir ensemble. Donc, il peut y avoir une personne qui est mandatée, soit le locataire, soit le bailleur, mais en fait, après, c'est de la négociation pour Répartir. remplir. Ouais, Mm. d'accord. Et donc, c'est très important de pouvoir, si la personne vient d'acquérir le bâtiment, de pouvoir aussi récupérer les données antérieures. Puisque en termes de déclaration, le propriétaire n'a pas l'antériorité en fait des consommations. Donc, potentiellement, l'année de référence serait l'année d'acquisition. Or, c'est peut-être pas forcément la meilleure année à prendre en considération pour la déclaration. Donc, cette discussion est à prendre en compte aussi avec les vendeurs et avec les autres locataires et autres bailleurs, puisque ils vont peut-être pas même prendre la même année de référence. Donc, en fait, c'est pour ça que, enfin, c'est très important de le discuter, de le négocier, comme le disait Louise, surtout Oui, dans oui, tout à l'acquisition. fait, ouais. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai parce que c'est vrai je pense que pour l'instant, c'est pas du tout un réflexe lors des ventes Mais non, de se dire, bah ok, toutes les données de consommation, parce que c'est vrai que c'est des données hyper techniques bah oui. Et puis et on parfois n'a pas encore ce personnel, réflexe. ouais. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais, c'est Que sûr. même déjà quand on est propriétaire depuis longtemps, c'est compliqué de récupérer les Oui, données. Alors c'est quand clair. on vient d'acheter le bien, c'est vrai que c'est important de le faire à ce moment-là parce que en fait, en gros, toute l'idée, c'est de fixer l'année de référence pour que ce soit l'année où vous avez le plus consommé finalement Mhm, d'énergie, parce que mhm. comme ça, c'est plus facile d'atteindre les moins 40%. Si vous prenez une année de référence, où en fait, il y a plein de travaux qui ont été faits Oui, de rénovation énergétique juste avant cette année de référence, forcément, ce sera plus compliqué de baisser de moins 40%. sûr. Donc, il y a un aspect stratégique sur le choix de l'année de référence et c'est vrai qu'il faut avoir les données. Excellent point, Amélie. Ouais. Et alors justement, dans le cadre d'une année de référence où il y a eu une déclaration sur Opérat, allez, je dis n'importe quoi, 800 mètres carrés, et que par la suite, il y a eu une extension
réalisé donc après la déclaration. Sur quelle base, du coup, faut-il déclarer sa consommation et faut-il redéclarer, du coup, un nouveau bâtiment assujetti? Alors, je crois que justement, dans les dérogations, il y a quelque chose par rapport à, je reprends, changement de l'activité exercée ou du volume de cette activité. Et en fait, effectivement, là, on peut moduler les objectifs en fonction du changement qui a été opéré. Et c'est là où, a priori, bon, soit on peut demander un aménagement, soit il faut expliquer dans Opérat le changement de volume et donc réactualiser l'année de référence. Oui, oui, tout à fait. Toujours au niveau de ces histoires de consommation, etc. Non, excusez-moi, je vais passer peut-être à une autre question parce que vous avez déjà pas mal répondu sur ce pan-là. Dans l'objectif 9, effectivement, vous disiez qu'il ne fallait pas sous-estimer les coûts. On a une personne qui nous demande si du coup cela veut dire forcément un audit énergétique ou pas. Et puis, on nous demande aussi si en cas de non-travaux, on va dire, quels sont les risques de ne pas réaliser les travaux nécessaires? Est-ce qu'on a déjà assez de recul pour savoir quelles sont les amendes, de quel montant, etc., par rapport au non-respect de ce décret? D'accord. Je vais répondre notamment sur l'audit énergétique. Effectivement, on pense que c'est important de pouvoir le réaliser parce que, encore une fois, dans cette détermination en amont des indicateurs, il faut qu'on ait une base sur laquelle s'appuyer et les consommations énergétiques ont une part très importante en fait sur la réalisation des calculs qui vont être faits pour atteindre les objectifs. Donc, il n'y a pas d'obligation à le réaliser, mais en tout cas, nous, on le préconise parce que ça fait partie, et c'est considéré comme une action dans le plan d'action, en fait. Ça peut être considéré comme une action d'un plan d'action. Ça peut être vraiment la base de travail. Voilà, on réalise un état des lieux, on réalise un audit pour bien comprendre ce qui se passe et pour savoir où on en est. Et ça permettra aussi d'aiguiller sur des actions, d'autres actions du coup. Voilà, est-ce que quels sont les endroits sur lesquels il faut intervenir, à quelle échéance, quelles sont les dates des derniers travaux, est-ce qu'on est aux normes, quelles sont ces normes, de quand date-t-elle, enfin, etc., etc., etc. Et du coup, au niveau des sanctions? Oui, au niveau des sanctions, donc pour l'instant, il est un peu tôt pour savoir ce qui sera fait au niveau contractuel, parce qu'on peut avoir aussi des sanctions contractuelles en fonction de comment est rédigé le bail. Mais sur les sanctions qui sont prévues par le décret tertiaire, on a 3 cas. En fait, on a le premier cas si on a une absence non justifiée de transmission des données sur la plateforme Opérat. Là, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire ou le preneur à bail de respecter ses obligations. Et s'il ne fait pas dans les délais requis par la mise en demeure, il y aura une publication des manquements sur le site internet. Donc ça, c'est la première sanction. C'est un peu le name and shame si on ne publie pas les données sur la plateforme Opérat. Ensuite, il y a une deuxième sanction en cas de non-respect non justifié des objectifs. Et là, le préfet peut mettre en demeure, c'est la même logique, les assujettis d'établir un programme d'action respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Et s'il ne dépose pas de programme d'action auprès du préfet, à la suite de cette mise en demeure, et là, il peut y avoir une amende administrative de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales. Donc, c'est une amende administrative. Et le troisième cas, c'est lorsque l'assujetti a déposé un programme d'action, mais qu'il ne se conforme pas au programme d'action. Voilà, à ce qu'il a déclaré. Et là, c'est pareil, c'est une amende administrative de 7 500 € pour les personnes morales. Après, je pense que honnêtement, l'amende aujourd'hui, elle n'est pas énorme, mais que si c'est pas beaucoup respecté, je pense que ce sera augmenté. Hein. Parce que en droit de l'environnement, les amendes aujourd'hui, elles peuvent aller jusqu'à 4 millions. Donc, Oui, non, effectivement. Bon, et puis de toute façon, les législations
ont vocation au niveau de la performance énergétique dans le cadre de la RE 2020, de la RE 2025 qui va arriver. Je pense que tout ça, effectivement, va être, sans doute durci et de plus en plus contrôlé, ce qui est bien normal. Et puis, écoutez, je vais prendre une dernière petite question, mais qui peut avoir son importance aussi. Est-ce que les lieux de culte sont assujettis à ce décret tertiaire? Alors, je crois qu'il y a une dérogation pour les lieux de culte. Alors, D'accord. voilà, de mémoire, à vérifier, mais je crois qu'il y a une dérogation pour les lieux de culte. Bon, et écoutez, on vérifiera et puis on répondra à cette personne directement par la suite. En tout cas, vraiment, merci encore à toutes les deux de vous être prêtées à cet exercice. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau webinaire. Merci encore, Merci mesdames. beaucoup. À Merci. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.